cette conférence répondre aux questions relatives au risque automnal quant à la myopathie atypique des équidés. Le sommaire va être un très bref rappel de la maladie et puis nous aborderons les questions les plus fréquemment posées à l'automne. Et ensuite, la séance réponse peut-être à vos questions. Donc, en quelques mots, qu'est-ce que la myopathie atypique des équidés? Eh bien, c'est une intoxication qui est liée au pâturage et tous les équidés gardés à la pâture peuvent en souffrir, c'est-à-dire aussi bien les ânes que les chevaux, même ceux de race rustique. Et il y a aussi des zèbres qui ont été confirmés pour la maladie. En automne, la maladie est causée, comme vous le savez, par l'ingestion des fruits que l'on appelle les samarres de l'érable sycomore, tandis qu'au printemps, elle est causée par l'ingestion des plantules de ce même érable. Les samarres et les plantules, en fait, contiennent une toxine que l'on appelle l'hypoglycine A. La toxicité de l'hypoglycine A vient en fait de sa transformation au niveau du foie en une molécule que l'on appelle le MCPA, et ce MCPA va en fait altérer le métabolisme énergétique des animaux. Avec cette perturbation, les muscles ne vont plus être capables d'utiliser les lipides comme substrat énergétique, et les muscles qui vont être touchés par la maladie sont essentiellement ceux intervenant dans la posture, la respiration et aussi le cœur. Et malheureusement, en fait, plus de 3/4 des chevaux décèdent, le plus souvent dans les 72 heures, la moyenne étant de 24 heures. Alors, on connaît la cause de la myopathie atypique, mais cela ne règle évidemment pas le problème et la découverte de cette cause a en fait généré de nombreuses questions. Et au cours de cette courte conférence, je vais essayer de répondre au top 10 de vos questions. La question la plus fréquemment posée est: quels sont les arbres toxiques et comment les reconnaître? Alors, dans les prairies de nos chevaux, il y a bien sûr l'érable sycomore qui est connu pour être toxique, mais il y a également d'autres érables. On trouve très fréquemment l'érable plane, l'érable champêtre, le frêne commun et de façon plus rare, l'érable negundo, en tout cas en ce qui concerne le nord de la France et la Belgique. Alors, on a recherché la toxine dans les samarres de ces différents arbres et en fait, on la retrouve, ainsi qu'attendu, dans les samarres de l'érable sycomore. Elle est aussi présente dans les samarres de l'érable negundo et en fait, aux États-Unis, l'érable negundo est responsable de l'équivalent de la myopathie atypique que l'on appelle la maladie saisonnière du pâturage. Bonne nouvelle, l'érable plane et l'érable champêtre ne contiennent pas dans leur samarre la toxine responsable de la myopathie atypique. De même, il n'y a pas de toxine dans les samarres du frêne commun, le frêne n'appartenant pas à la même famille que la famille des érables. Alors, je dois quand même nuancer en ce qui concerne l'érable negundo, parce que quand nous avons prélevé des samarres en Belgique, sur 5 arbres, eh bien, nous n'avons pas trouvé la toxine dans les samarres de cet arbre. En fait, l'érable negundo a ceci comme particularité que c'est un arbre qui nécessite un plant mâle et un plant femelle pour produire des graines. Et souvent, dans le nord de la France et en Belgique, ces arbres sont plantés en sujets isolés. Et si vous prenez des samarres et que vous les cassez comme ici, vous voyez, eh bien, les samarres ne contiennent pas de graines. Or, c'est justement la graine qui contient la molécule toxique. Donc, avant d'envisager de supprimer un érable negundo, ça vaut la peine de vérifier s'il a été fécondé ou pas.
Alors comment on les reconnaît? Eh bien, l'érable Negundo a ceci de particulier que les feuilles n'ont pas la forme caractéristique de celle des érables. Donc vous voyez, ça ressemble plutôt à des feuilles de frêne. Et par contre, les samars ici, que vous voyez à l'échelle, ressemblent bien à des samars d'érable. Voici ici à l'échelle, hein, vous avez une petite règle de 5 centimètres. Les différentes espèces d'érables que l'on retrouve communément dans les prairies de nos chevaux. Au-dessus, l'érable champêtre, l'érable plane, l'érable sycomore, qui est souvent affecté par la maladie des taches noires. Ceci dit, le fait d'être affecté par cette maladie n'influence pas la toxicité. Et de temps en temps, l'érable plane peut aussi avoir cette maladie des taches noires. Alors, vous pouvez déjà reconnaître les différents érables à la taille de leurs feuilles. Et en ce qui concerne l'érable plane et ici l'érable sycomore, vous voyez que si le nombre de lobes, il y en a 5, est le même, par contre, les érables planes ont des extrémités beaucoup plus pointues que l'érable sycomore. Bien sûr, on peut aussi les reconnaître avec leur samare. L'érable champêtre et l'érable plane ont des samars qui se mettent par deux, formant un angle d'à peu près 180 degrés, tandis que l'érable sycomore a des samars qui se mettent comme les jambes d'un cavalier. Vous voulez encore un petit truc pour reconnaître les érables planes des érables sycomores? Ben, je vais vous le donner. En fait, si vous coupez, vous arrachez une feuille d'érable plane et que vous prenez le pétiole entre votre pouce et l'index et que vous poussez sur cette tige, eh bien vous allez avoir un suc laiteux qui va apparaître à l'extrémité, donc du latex, et ceci est spécifique de l'érable plane, ce n'est pas présent avec l'érable sycomore. Alors évidemment, la question numéro 2, c'est quelle quantité de samar un cheval doit-il ingérer pour tomber malade? Eh bien, la dose toxique n'est pas vraiment connue, mais on a quand même une estimation qui est basée sur les connaissances de l'intoxication de l'hypoglycine A aux animaux de laboratoire et en rapportant ces doses toxiques pour le rat et la souris, eh bien, en fait, on estime que de 20 à 100 grammes de samar sont nécessaires pour intoxiquer un cheval. Maintenant, combien de samar est-ce que ça représente? C'est difficile à dire puisque la concentration toxique dans les samars change très fort d'un arbre à l'autre, d'une prairie à l'autre et même sur un même arbre d'un moment à l'autre en fonction de la saison. Alors, la question corollaire, c'est est-ce qu'il est possible et utile de doser la toxine des samars de nos arbres pour évaluer le degré de risque? J'ai envie de dire que c'est plus intéressant d'identifier vos arbres que de doser la toxine. Pourquoi? Parce que comme je viens de vous le dire, le taux de toxine va être très variable d'un moment à l'autre et donc vous n'aurez jamais qu'une évaluation à un moment donné. Donc pour moi, c'est plus intéressant de surtout être sûr de l'espèce d'érable qui peut potentiellement disséminer des samars dans votre prairie, parce que pas d'érable sycomore, pas de samar de l'érable sycomore et donc pas de danger. Alors une question qui revient très fréquemment, c'est est-ce que l'on peut donner du foin produit sur une prairie où il y a eu des cas? C'est évidemment une question extrêmement pertinente et l'image que je vous montre ici est l'image d'une prairie où il y a eu plusieurs cas de myopathie atypique par le passé. En fait, du foin a été produit sur cette prairie et vous voyez ici l'herbe qui est en train de sécher. Quand on regarde de plus près, on voit en fait qu'il y a dans cette herbe séchée des plantules d'érable sycomore. En séchant, les plantules ne perdent pas leur toxicité. Donc il est clair que si vous recherchez la toxine dans une poignée de foin que vous aurez prélevé dans cette région, vous allez retrouver
une réponse positive quant à la toxicité de ce foin. Par contre, si vous prenez une poignée 5 centimètres plus loin où il n'y a pas de plantule, ça va revenir négatif. Donc la question du foin est vraiment très difficile à régler et aussi, bon, il y a des plantules, mais est-ce suffisant pour générer une myopathie atypique? Je pense qu'on a besoin encore de temps pour pouvoir répondre avec certitude à cette question. Néanmoins, ce que je peux vous dire, c'est que jusqu'à présent, on n'a jamais eu un cheval confirmé pour myopathie atypique qui était gardé 100% au box et qui recevait du foin. Mais la question reste bien sûr totalement ouverte. Alors, quand commence et quand finit le risque de myopathie atypique? Ça, c'est vraiment une question très difficile à résoudre. Pourquoi? Parce que, en fait, c'est vous qui m'informez de la présence de cas, vous et les vétérinaires. Et donc, si vous me donnez l'information, à moi ou au reste, eh bien, à ce moment-là, on peut lancer des alertes sur base de la déclaration de ces cas. Je voudrais quand même profiter pour répondre à une sous-question, puisque très fréquemment, les personnes pensent que dès qu'ils gèlent, le risque de myopathie atypique disparaît. Eh bien, ce n'est pas exact. En fait, les premiers jours de gel, généralement, précipitent les premiers cas de myopathie atypique. Pourquoi? Parce que, en fait, la maladie est une maladie qui se traduit par un problème d'énergie au niveau du muscle. Et le fait d'avoir froid est quelque chose qui demande un surcroît d'énergie. Et donc, les premiers jours de gel ont plutôt tendance à faire tomber les chevaux dans la maladie. Par contre, il est vrai que lorsqu'il a gelé plusieurs jours d'affilée, mais un vrai gel intense, la série clinique tend généralement à disparaître. Alors la problématique des alertes et de la durée du risque est bien sûr liée à la déclaration des cas. Et je vous montre ici le graphique où vous voyez ici le nombre de cas déclarés semaine par semaine au cours de la série clinique automnale apparue en 2016. Alors ceux qui reçoivent les alertes ont vraiment eu la sensation que l'alerte a vraiment duré très longtemps, puisque les premiers cas ont été déclarés fin septembre, tandis que des cas étaient encore déclarés fin janvier. Mais quand on regarde la distribution des cas, on voit vraiment en fait qu'il y a un grand nombre de cas qui s'est déclaré à partir de la mi-novembre et en fait ceci est à mettre en parallèle avec des rafales de vent qui ont été observées dans les jours précédant les cas cliniques. Et en fait, pourquoi? Bien parce que, bien sûr, ces conditions climatiques défavorables mettent au sol les SAMAR, qui sont la cause de la myopathie atypique à l'automne. Et donc, on peut présupposer que les chevaux qui ont été affectés avant sont peut-être plus à risque, de même que ceux qui ont été affectés après, que ceux-ci où là, la dose toxique au sol était probablement très importante. Lorsqu'il neige, par contre, on n'a plus de cas déclarés, probablement parce que les animaux n'ont plus accès à la cause. Souvent, vous me demandez d'être informé région par région de la progression de la maladie et le RESP diffuse très régulièrement des cartes avec la répartition des cas et vous pouvez voir ici la répartition des cas au cours de l'automne 2016. Mais voilà, cette demande est très difficile à suivre, d'abord parce que au jour le jour, émettre des cartes, c'est difficile, d'autant plus qu'il faut savoir que parfois les cas sont déclarés 1, 2, voire 3 semaines après l'apparition du cas. Et puis surtout, des fois, ça peut donner un faux sentiment de sécurité, les personnes pensant puisqu'il n'y a pas de cas dans ma région, à ce moment-là, il n'y a pas de risque.
Eh bien non, à partir du moment où il y a des samards d'érable sycomore, il y a des risques. Par contre, les cas sont bien sûr intéressants pour faire prendre conscience que dans des régions qui se croient indemnes, eh bien parfois il y a quand même des cas qui se déclarent. Et donc, plusieurs personnes ont un sentiment de sécurité parce que, en fait, ils ont sur leur pâture des chevaux depuis plusieurs années et qu'il n'y a jamais eu de problème alors qu'il y a des érables sycomores et qu'il y a des samards dans la pâture. Malheureusement, cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas de risque, puisque quand on regarde les cas qui ont été déclarés, il faut savoir que 80 des cas se déclarent dans des prairies où il y avait des chevaux depuis plusieurs années et où il n'y avait jamais eu de problème observé précédemment. Alors malheureusement, il n'y a pas de vaccin et il n'y en aura probablement pas parce que c'est très difficile de lutter contre une toxine d'origine environnementale. Il n'y a pas de remède non plus, il y a des traitements qui aident à la survie, mais il n'y a pas de solution miracle. Et par contre, il y a des protections et il y a des facteurs de protection à l'échelle de l'animal notamment. En effet, dans une prairie, tous les chevaux ne vont pas faire la maladie, mais cette protection n'est pas associée à la rusticité de la race, puisque des animaux de race très rustique font la myopathie atypique. C'est plutôt une protection qui serait liée à des facteurs intrinsèques de l'individu, et bien sûr, la recherche s'attelle à trouver ces facteurs afin de pouvoir aider à les, à les avoir chez les autres individus et les protéger. Alors, une question aussi fréquemment posée, c'est: si mon cheval ne va, au paddock que quelques heures, est-ce qu'il y a un risque? Beh, j'ai envie de dire: tout dépend du paddock, hein, puisque je vous montre ici sur, la photo, de droite, un paddock, de sable dans lequel il y a énormément de plantules, d'érable sycomore. En fait, les samards, germent très, très bien dans ce milieu-là. Mais par contre, il est clair que le risque est étroitement lié au temps de pâturage et généralement les chevaux affectés étaient à la pâture plusieurs heures par jour et depuis, plusieurs jours. Alors la question, subsidiaire et la dernière, question pour pouvoir, aller à vos questions, là maintenant. Faut-il couper tous les érables? Bon, il est clair qu'envisager d'éradiquer l'érable sycomore à l'échelle européenne est illusoire. Heu et aussi, je pense que chaque cas doit être considéré individuellement. Ici, je vous montre l'image d'une pâture et vous voyez que tous les petits points ici, ce sont des samards qui ont été distribués par le vent à partir de cet érable qui est derrière la clôture. Alors évidemment, si vos chevaux doivent pâturer ici, on peut considérer de couper cet arbre parce qu'il constitue un réel danger pour vos chevaux et ce n'est pas un arbre magistral. Par contre, s'il pâture de l'autre côté, dans l'autre prairie où les samards ne sont pas distribués par le vent, eh bien, le risque est évidemment beaucoup moins important. Plutôt que de couper, on peut éventuellement penser à élaguer certains arbres afin qu'ils ne produisent pas de fruits. Mais les érables, c'est très problématique parce que en fait, vous ne pouvez pas vous contenter non plus de laisser, les brindilles au sol, puisque comme vous le voyez ici, les, érables ont la capacité, comme les saules, de produire, des plants à partir, de brindilles laissées, au sol. Je pense qu'on peut quand même dire que l'érable sycomore a vraiment un caractère invasif très prononcé. Et puis bien sûr, si on a l'autorisation de tronçonner un arbre et qu'on le fait,
idéalement en replanter un autre et demander à des professionnels de la forêt quel arbre planter pour assurer une bonne biodiversité. Et puis, on ne tronçonne pas évidemment quand on veut, puisque ici c'est une photo prise sur le terrain d'un oisillon tombé du nid à la suite du tronçonnage de plusieurs érables dans la prairie. Ce qu'il faut donc retenir, c'est que les samarres et les plantules de l'érable sycomore contiennent une toxine responsable de la myopathie atypique. C'est une maladie extrêmement grave puisqu'elle est fréquemment mortelle et qui peut affecter tous les types d'équidés, j'insiste, les ânes, les mulets, etc. ne sont pas plus résistants que les autres. La dose toxique est inconnue et le risque semble varier d'un animal à l'autre, ce qui nous laisse des perspectives pour améliorer la prévention. Cette prévention qui vise bien sûr à diminuer les risques. Il n'y a pas d'antidote actuellement. Il est absolument nécessaire de déclarer les cas. C'est vous qui alimentez les alertes, donc je vous encourage à déclarer vos cas si malheureusement vous en avez. De même pour les vétérinaires, nous avons besoin que cette déclaration soit importante et qu'elle soit le plus proche possible de l'apparition du cas pour que ce soit des alertes dynamiques. Alors, pas d'érable, pas de samarre, pas de plantule, évidemment pas de risque. Il faut respecter la législation, ne vous mettez pas en faute avec ça. Privilégiez le dialogue avec les propriétaires terrain. Bon, maintenant on va venir aux questions-réponses. Je vous laisse cette dia-là pour que vous voyez les prochaines webconférences. Et je vais donc tout de suite regarder les questions qui me viennent. Alors, y a-t-il un rapport avec la quantité d'herbe dans la pâture et donc du surpâturage? Donc ça, c'est vraiment très intéressant comme question et elle est surtout même très pertinente au printemps. Donc, il est clair que les tout premiers cas de myopathie atypique, quand je remonte à leur apparition en 2000 en Belgique et en 2002 en France, les prairies qui étaient fréquemment les prairies des cas étaient surpâturées. Maintenant, probablement parce que la pression toxique a augmenté ces dernières années, on trouve aussi malheureusement des prairies fournies dans lesquelles des cas apparaissent. Au printemps, là ce sont les plantules qui sont responsables de la maladie et les plantules en fait émergent du sol avant la croissance de l'herbe. Donc au début du printemps, c'est sûr qu'une prairie qui est déjà surpâturée eh bien, va présenter un nombre de plantules qui sera proportionnellement important. Et puis, avec la croissance de l'herbe, même si les plantules sont là, eh bien, ça peut compenser le risque, puisque plus il y a de l'herbe, plus pour 1 kilo d'aliments ingérés, ben, on va plutôt manger de l'herbe que des plantules. Donc voilà. Donc c'est clair que fournir au maximum des prairies fournies, mais ce n'est pas une garantie de d'être préservé de la myopathie atypique. Alors il y a une question aussi pour l'effet de l'âge, du sexe, des équidés sur la sensibilité à la toxine. Alors oui, là, avec les études épidémiologiques qui ont été effectuées par le passé, où on a regardé les cas de myopathie atypique et on a comparé la population des cas avec bien sûr la population des chevaux qui sont gardés à la pâture au même moment. Alors, par exemple, ça nous a appris que même s'il y avait plus de juments qui étaient affectés, il n'y avait pas d'effet sexe. Parce qu'en fait, il y a tout simplement plus de juments à la pâture que de hongres ou que d'étalons. Par contre, il y a clairement un effet lié à l'âge. Les jeunes chevaux et les vieux chevaux sont plus à risque
Mais vous pouvez avoir, des chevaux de 10-12 ans qui font la myopathie atypique. C'est juste une question de chance ou de malchance, qui, intervient par rapport à la maladie. Alors, combien d'années pour que l'érable porte des fruits? Eh bien, je demanderai à un botaniste, puisque je suis vétérinaire et je n'ai pas la réponse, à cette question, donc je ne sais pas. Je ne sais pas répondre, à ça. Alors, y a-t-il une prédisposition, des chevaux gras? Eh bien, en fait, il y a plutôt une protection des chevaux gras. Évidemment, on ne peut pas recommander d'avoir, un cheval obèse, à la pâture parce que finalement, on va avoir, d'autres, problèmes. Mais en fait, non, il y a un facteur de protection qui a été identifié avec le fait, d'être, gros. Alors vous pouvez encore m'envoyer, des questions parce que, je n'en vois pas d'autres collées par, les animateurs. Donc je m'adresse aux animateurs. Est-ce que vous avez encore d'autres questions? Alors je vais aller voir dans le Dominique, il faut public. que vous regardiez dans le Pardon? public, oui. Pardon? Je ne peux plus les coller, il faut que vous regardiez dans le public. Ah d'accord, je vais aller dans le public alors parce que j'aurais été étonnée que vous n'ayez déjà plus de questions. Alors c'est un peu plus difficile pour les repérer, mais je vais essayer, d'en sélectionner quelques-unes. Alors les feuilles d'érable sont-elles toxiques? La réponse est oui. Donc en fait, il y a effectivement, de la toxine qui est retrouvée dans les feuilles, d'érable. Maintenant, voilà, c'est pas pour ça que les feuilles d'érable toutes seules vont être capables d'induire une myopathie atypique. Vous devez savoir que si on fait une prise de sang à tous les chevaux qui sont sur une pâture où il y a des plantules et des samarres, des plantules au printemps et des samarres à l'automne, vous allez retrouver dans l'ensemble des chevaux de l'hypoglycina dans le sang. Or, il y en a certains qui vont faire la maladie et d'autres pas. Donc ça, c'est parce qu'il y a, une résistance individuelle. Donc les chevaux savent quand même tolérer une certaine, dose et donc est-ce que, les feuilles par elles-mêmes sont capables d'induire la myopathie atypique? Honnêtement, je ne pense pas, maintenant on a besoin de connaître la dose toxique, mais juste pour l'anecdote, dans les prairies, la prairie que je vous ai montrée où il y a du foin qui a été, produit, eh bien là il y a des chevaux malheureusement qui restent, même, à l'automne, alors que les propriétaires savent très bien qu'il y a eu déjà des cas par le passé, mais bon voilà. Et bien j'ai vu, une année où il n'y avait pas de samarre reproduit par les érables, le cheval qui mangeait, à pleines dents, les feuilles et qui n'a, pas du tout, été, malade. Alors, donc, ça en vient à évidemment la question de l'intérêt du dosage, de la toxine que je vois comme ça passer. Il y a énormément de questions, hein, donc je les pique au fur et à mesure que quand j'en vois une, passer. Donc, le dosage de la toxine, ça peut être intéressant parce que ça vous indique que, le cheval finalement est soumis au risque. Donc l'hypoglycina va vous indiquer que le cheval en ingère. Parce que parfois, les propriétaires n'ont pas conscience du fait qu'il y a des samarres ou des plantules, dans leur prairie parce que tout simplement, elles sont apportées par un arbre, qui est ailleurs. Ou alors, ça pourrait être un moyen indirect de voir l'effet du foin. C'est très difficile d'aller doser la toxine, dans le foin puisque ça dépend vraiment où vous avez pris compte. Si vous la cherchez dans le cheval et que le cheval ne reçoit que du foin, ça pourrait être un bon indicateur, de cette source potentielle, d'intoxication. Alors, parce qu'en plus elles défilent les questions et il faut qu'elles s'arrêtent le temps que je les lise. Alors, quels sont les traitements mis en place par, le vétérinaire, par exemple? Et j'avais aussi des questions sur, les, 1ers, signes, cliniques. Donc, hem c'est une maladie qui est quand même assez, fulgurante, hein, donc vous allez avoir, un cheval, qui va bien et puis, en quelques heures,
j'ai envie de dire que rien ne va plus, les premiers signes étant éventuellement de la raideur et de la faiblesse, si on voit ces premiers signes et souvent c'est un cheval qui est, retrouvé, à la pâture, parfois, très calme, parfois avec des douleurs plus marquées. Ça, c'est variable, d'un cas à l'autre et aussi, d'une année à l'autre et donc c'est une myopathie, c'est une destruction des muscles et les signes cliniques sont associés au fait que ce sont les muscles de la posture qui sont, touchés, donc le cheval, va se coucher, s'il reste debout, il va avoir du mal à garder sa tête, levée, donc il va avoir la tête, au sol. Les muscles de la respiration sont touchés aussi, donc il va avoir des difficultés respiratoires qui, si elles s'aggravent avec le temps, ça indique un mauvais, pronostic et aussi, le cœur, donc il peut y avoir des arythmies et des choses comme ça. Et alors le vétérinaire, bah, qu'est-ce qu'il va faire? Il va mettre en place essentiellement des traitements, de soutien puisque, bah, c'est une toxine qui a une élimination rénale, donc en faisant des perfusions, il va aider à éliminer, la toxine. Le cheval, ne sait plus utiliser, ses graisses, il sait utiliser les sucres, mais il est quand même en hyperglycémie, donc il y a aussi, la gestion de la glycémie qui peut être faite. Donner néanmoins, des sucres puisque ça, il sait utiliser, ce substrat, énergétique-là et puis alors ce qui est intéressant, de savoir, c'est que, dans les traitements, celui qui aide le plus finalement les chevaux à survivre, c'est l'administration de vitamines et d'antioxydants. Pourquoi? Parce qu'en fait, le métabolisme est perturbé via la fonction mitochondriale qui est altérée. Or, dans, les cocktails, de vitamines, il y a souvent de la vitamine B2 qui, elle, interfère vraiment avec le métabolisme des acides gras et donc ça aide à la survie. Ça ne veut pas dire qu'on va sauver un cheval avec ça, mais en tout cas, ça aide et bon, évidemment, la difficulté des cas de myopathie atypique, c'est que généralement, ils tombent malades dans des environnements qui ne sont pas toujours favorables à donner des soins, sur place. Ils sont difficilement, déplaçables aussi. C'est une myopathie, donc le transport, c'est compliqué. Ça aggrave aussi, les signes, mais d'autre part, il faut rapidement mettre le cheval dans un endroit qui sera confortable parce que ça va être des soins intensifs pendant, plusieurs jours. Alors est-ce que tous les labos dosent la toxine? Eh bien non, malheureusement parce que ce sont des tests, spécifiques. Par contre, ce sont, des choses qui sont en développement au niveau du laboratoire, Franck Vincamp, qui sait, déjà doser le métabolite toxique, le MCPA. Donc ça, c'est, la molécule qui va vous confirmer que le cheval souffre effectivement, de myopathie, atypique. Parce que, comme je vous dis, tous les chevaux qui sont en contact avec la toxine vont en avoir dans le sang, ils ne vont pas tous faire la maladie. Donc l'idéal, c'est d'avoir à la fois, la confirmation de l'exposition par le dosage de l'hypoglycina et la confirmation du diagnostic par le dosage de la molécule, toxique issue de sa, transformation. Quel tube? Très simple, un tube sec, hein, donc c'est sur sérum que ces dosages, se font. Alors on repart un petit peu du côté, des prairies, hein, jusqu'à quelle distance est-ce que, les samards, volent? Alors, bon, c'est très bien fait, hein, les, érables, je dirais, dans la littérature, on trouve 200 mètres, mais ça peut être, ça peut être plus. Ça dépend vraiment, de la configuration de la prairie en fonction, des vents et parfois ça peut être, intéressant aussi dans la gestion de ces prairies de mettre des rideaux, naturels, donc les espèces arbusives en bordure de prairie pour empêcher que, les arbres voisins disséminent, des, samards dans sa propre prairie et cette année, j'espère que c'est la même chose, chez vous en France, mais en tout cas en Belgique, il y a très peu de samards sur les arbres, donc j'espère qu'on aura très peu de cas cette année.
Les érables ne produisent pas la même quantité, de graines, chaque année, hein. Il y a quand même, des cycles qui se font en plus de façon, assez, globale au niveau, géographique. Mais, si vous avez des samards, sur des arbres, je vous invite à aller visiter vos prairies après de grands vents pour voir où elles se distribuent. Parce que dans la gestion des prairies, vous pouvez aussi tenter de limiter, les risques en reclôturant de façon, temporaire en fonction des zones où se sont distribués, les samards. Alors, est-ce qu'il y a d'autres espèces, sensibles, à cette toxine? Donc, dans les premières enquêtes qui avaient été faites, sur, les myopathies atypiques, hein, d'abord il n'y avait que quelques cas qui apparaissaient, par an, hein. Donc on parlait d'une dizaine, de cas en 2000 et puis, ça n'a fait qu'augmenter pour atteindre, plus de 250 cas, ce dernier automne et ce dernier printemps. Alors, je pense que quand on n'avait qu'une dizaine de cas, c'était probablement parce qu'il y avait une pression toxique modérée, sur, les pâtures, hein. Mais par contre, avec, la production des érables de ces dernières années, avec peut-être des facteurs environnementaux qui favorisent la toxicité, de terrain, on ne peut absolument pas exclure que d'autres espèces soient, maintenant ou dans le futur touchées par, la myopathie atypique et on a déjà des suspicions par rapport à des, petits ruminants. Donc ça, c'est vraiment à investiguer et bien sûr, on met des projets de recherche dans ce sens-là, avant d'aller, lancer des informations dont on ne serait pas sûr, mais il n'y a pas de raison que d'autres espèces animales ne puissent être touchées par la myopathie atypique, enfin, pas par la myopathie atypique, par la toxine, parce que ce ne sera pas forcément une myopathie chez les autres animaux, mais l'hypoglycina est une molécule toxique pour tous. Donc voilà. Pom pom pom, alors les glands, l'intoxication aux glands, moi je ne vais pas rentrer, dans ce sujet-là, mais juste dire que bon d'abord c'est réel et il y a, beaucoup de cas, cette année donc, ça, il y aura certainement des conférences par la suite, sur ce sujet-là. Mais ce qu'il y a, c'est que c'est quand même plus facile à gérer que la myopathie atypique puisqu'on sait où se distribuent, les glands. Alors, malheureusement, je pense qu'il va falloir, conclure parce qu'on arrive, au terme, du temps qui nous était, imparti. Je vois qu'il y a beaucoup de questions, qui sont, posées et peut-être que l'on pourrait refaire ce type de conférence au printemps avec la problématique plus liée aux plantules. Alors, donc, je vous demanderai, de ne pas oublier de répondre au questionnaire, de satisfaction et aussi vous avez accès, aux documents que vous pouvez, télécharger en présence. Donc n'hésitez pas à vous inscrire sur, le site Myopathie pour vos nombreuses, questions. Merci aussi, pour, votre présence. Donc n'hésitez pas à vous inscrire sur, le site Myopathie atypique pour avoir en fait, les alertes. S'il y a des vétérinaires parmi, l'auditoire, n'oubliez pas, enfin, je vous encourage fortement à devenir, vétérinaire, sentinelle du reste si vous ne l'êtes pas, encore. Et puis, voilà, moi je vais, clore, ici et je profite de l'occasion pour remercier, l'IFCE, pour toute l'énergie qu'ils mettent à la fois dans ces webconférences et aussi à soutenir, la recherche. Et bien voilà, je coupe le micro et je vous dis, au revoir à tous.